Bon alors on y va. Salut tout le monde, c'est Lizofy et bienvenue dans cette vidéo qui va parler encore une fois de jeux dans lesquels on se tape dessus. Je ne lâche pas là-dessus, je veux vous donner envie de jouer à ces jeux qui pour moi sont des jeux assez représentatifs d'interactions qu'on peut avoir dans des jeux de société. Je suis pas contre des jeux où il n'y a pas d'interaction ou peu d'interaction, cependant je remarque que mes jeux préférés ce sont les jeux où on a des choses à raconter, où il se passe des événements, où on a des anecdotes de partie, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux qui ne me font pas ces choses-là. Sur toutes mes parties par exemple d'un jeu comme Terraforming Mars, que j'ai quand même finalement pas mal joué, eh bien je n'ai qu'une anecdote d'une partie à sortir. Tandis qu'un jeu comme Gloranta, que je vous ai régulièrement présenté, eh bien j'ai des tonnes d'anecdotes à sortir. Est-ce que c'est parce que le jeu m'a plus convaincu, m'a plus plu? Eh bien avec le temps je me dis que non, il s'est réellement passé des choses, on s'est parlé entre nous, on a fait des coups fourbes, des choses comme ça. Et c'est ce qui fait que ce type de jeu, que j'appelle les jeux de conquête, de stratégie, de baston, font partie de mes jeux que je préfère. Aujourd'hui j'en ai 5 nouveaux à vous présenter et je les ai classés pour moi du plus simple, du plus accessible au plus complexe, mais néanmoins waouh. Et dans ces 5, il y en a un à gagner. J'adore le fait de faire gagner des jeux pour un principe très simple, vous tenir au moins un petit instant sur un jeu que j'ai envie de vous présenter. Parce qu'il y a parfois des jeux où on n'écoute pas forcément, on se dit ah bah non celui-là j'en ai pas entendu parler partout alors j'écoute pas plus que ça. Et bien là c'est le moyen que vous soyez un peu plus à l'écoute parce que bah vous voulez peut-être gagner un jeu gratuit. Et je vous comprends. Et on se retrouve à la fin de la vidéo pour savoir comment gagner le jeu que je vous fais gagner dans cette vidéo. C'est parti. Donc, on commence par le jeu le plus simple de cette sélection. Bon, je voulais commencer, mais il y a un chat qui m'a rejoint. Est-ce que tu veux faire coucou à la caméra? Regardez, regarde comme petit beau, toi. Est-ce que tu veux faire coucou ici? Regarde. Coucou! Regardez-moi ce gros pote à pouf qui sait pas vraiment ce qu'il veut. On se retrouve tout à l'heure, toi. Bon, quelque part, c'est pas plus mal qu'il y ait un peu de mignonnerie pour parler de ce premier jeu, puisque ce premier jeu fait partie d'une compagnie qui sort pas mal de jeux à l'année, qu'on considère en général plein de jeux mignons, qui proposent une mécanique simple, pas forcément les jeux les plus mémorables, mais des jeux où on peut enchaîner les parties pour se tirer la bourre. Cette gamme-là, c'est de Unstable Games que je parle, et c'est de leur fameux jeu Casting Shadows, précisément, que je parle. Casting Shadows, ça fait partie de ces petits jeux où j'en ai entendu assez du mal finalement, ou du moyen, tout le long où on m'a présenté le jeu, où on m'a donné un avis du jeu, sauf qu'en fait, eh bien, les avis des gens qui me parlaient de ce jeu, en fait, c'était pas les bonnes personnes à qui je devais demander. Non pas que leur avis ne comptait pas, ça c'est pas du tout la question. Par contre, je remarque qu'il y a des jeux qui s'adressent vraiment à des gens en particulier. En l'occurrence, un Casting Shadows ne s'adresse pas à des joueurs experts, ne s'adresse pas à des joueurs qui veulent tout contrôler, ne s'adresse pas à des joueurs qui sont tatillons, ce genre de choses. Casting Shadows, ça s'adresse à des gens qui veulent juste sortir un jeu, s'amuser, et c'est tout. Par exemple, lorsqu'on est adolescent et qu'on veut faire une partie comme ça. Ou même justement quand on veut en enchaîner plusieurs, parce que ce type de jeu-là, eh bien, c'est bien prévu pour ça. Mais Casting Shadows, c'est quoi? Casting Shadows, c'est un jeu dans lequel on est sur un damier de 7 hexagones, où on commence dans nos hexagones de départ avec l'animal qu'on a choisi, et ce sont des animaux plus mignons les uns que les autres, et on va se déplacer sur ce terrain pour se défoncer la tronche. Le système d'action, il est tout bête, on a 4 actions par tour, on va balancer des dés pour avoir des disponibilités de ressources par tour, et dans ces 4 actions par tour, on peut se déplacer, taper sur les autres, acheter des cartes pour devenir beaucoup plus puissant, bref, se défoncer la tronche comme je le disais. Mais le truc qui rend le jeu encore plus cool finalement, eh bien c'est cet aspect où nos personnages vont pouvoir évoluer pendant la partie. En accumulant certaines ressources qui sont sur les dés, on va pouvoir transformer notre animal en version dark ultime trop balèze, avec toutes les fameuses illustrations de chez Unstable qu'on connaît et qu'on adore. Qu'on retrouve aujourd'hui d'ailleurs dans Command of Nature, il y a un peu ce design là. Et à partir du moment où on a évolué, eh ben on défonce tout le monde en activant des pouvoirs de plus en plus puissants. Et tout ce jeu va se jouer vraiment entre défoncer l'adversaire avec des cartes sorts qu'on peut acheter, qui sont de plus en plus puissantes, donc il y a quand même une sorte de gestion de ressources
ressources à faire et pas trop prendre de dégâts, essayer de se mettre dans un coin, mais bon, vu que la carte est toute petite, bah c'est pas forcément évident. Tout ça pour un jeu qui dure maximum 1 heure par partie. Si tous les joueurs connaissent le jeu, c'est hyper efficace, on enchaîne les tours comme pas permis, jusqu'à ce qu'il n'y ait qu'un seul survivant dans la partie. Et moi j'ai aimé alors que je suis plutôt gros joueur. Mais pourquoi j'ai aimé? Eh bien justement parce que il fait partie de ces jeux qui ont des sensations où on se tire la bourre, où on se tape dessus, ce genre de choses, dans un petit format, dans un format mignon où je peux amener des gens qui sont pas forcément joueurs, parce que c'est pas à des non-joueurs que je fais jouer Gloranta par exemple. Ce jeu a la capacité de faire entrer les gens dans ce type de jeu en fait. Et la stratégie qu'on y trouve est largement suffisante pour découvrir quelques mécaniques. Les déplacements, il faut bien les gérer. Sur chaque tuile de la carte, eh bien, on a des effets particuliers. Il y en a un, on peut pas se faire attaquer si on est tout seul. Il y en a un qui nous redonne des points de vie. Il y en a plusieurs qui nous donnent des ressources. Il y en a une qui nous donne aussi accès à des cartes de protection ou plutôt de contre-sort. Et donc, le placement est quand même assez stratégique là-dessus. C'est pas le jeu le plus profond du monde, je suis pas en train de vous vendre que les experts, waouh, vous êtes passé à côté de quelque chose, absolument pas. Juste en train de dire que, pour moi, le jeu n'est pas dénué d'intérêt et que je suis très content de posséder un jeu comme ça qui propose une stratégie qui me plaît, tout en étant accessible, mais qui demande quand même un peu de jugeote. Dernièrement, ils ont sorti une extension pour Casting Shadows avec des nouveaux personnages, et franchement, j'ai hâte parce que de nouveaux personnages, de nouvelles cartes, c'est pas de refus. Deuxième jeu de cette sélection. Alors, est-ce que c'est le jeu que je vais faire gagner ? Oui, c'est ce jeu-là que vous pourrez gagner sur la chaîne grâce à un petit concours, un tirage au sort comme d'habitude dans les commentaires. Et l'éditeur qui m'a envoyé cette boîte, eh bien c'est Jester Games. Et j'en avais parlé il y a un petit moment maintenant, c'était lors de Paris Ludique 2023. Et c'est un jeu que j'attendais de pouvoir rejouer. Et quand je l'ai reçu et que j'ai pu refaire des parties, j'ai fait ah ouais, je sais pourquoi ça m'avait plu quand même la première fois que j'y avais joué. Il s'agit du merveilleux Barbarian Kingdoms. Donc comme je le disais, on monte en difficulté, même si ici on est quand même sur un jeu assez accessible, mais les connaisseurs ne vont pas forcément vers ces nouvelles boîtes d'édition et je me dois de réparer ça. Parce qu'en plus de ça, bah moi je trouve ça hyper classe. Barbarian Kingdoms, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un jeu de conquête de territoire dans lequel on commence chacun avec une faction spécifique qui est placée sur le plateau de l'Europe, et plein de trésors sont placés sur le plateau qu'on va pouvoir récupérer en déplaçant nos unités. La magie de ce jeu, c'est que contrairement à plein d'autres jeux où on a tant d'actions par tour, etc., bah par exemple Casting Shadows, c'était 4 actions par tour parmi un panel. Là, la difficulté, entre guillemets, ça va être qu'on n'a qu'une seule action par tour. Et ça va vous triturer la tête comme pas permis. Parmi recruter une unité que vous placez sur vos zones, déplacer vos unités, revendiquer un territoire et donc placer un de vos blasons dessus, taxer et donc récupérer des pièces qui serviront à beaucoup de choses dans le jeu, et surtout l'action envahir qui permet de récupérer les trésors qui sont placés sur le plateau jusqu'à éradiquer complètement les potentiels territoires adverses. Et tout ça est régi par un système monétaire, donc tous ces trésors en fait que vous récupérez, vous les placez derrière votre paravent, qui sont des trésors qui valent 1, 2 ou 3 pièces, et ces pièces-là, vous les dépensez pour faire vos différentes actions. Quand vous recrutez, eh bien vous payez la valeur qui est au-dessus. Quand vous revendiquez un territoire, vous payez aussi la valeur qui est au-dessus. Et lorsque vous payez, en plus, vous posez les pièces à l'endroit où vous avez invoqué ou revendiqué. Donc il y a un truc où toutes les pièces sont toujours en mouvement dans la partie, parce que en plus de ça, évidemment, il y a des combats. Des combats qui arrivent dans deux situations possibles. Soit lorsqu'un territoire est envahi, donc quand on engage quelqu'un à attaquer, et dans ce cas les adversaires adjacents peuvent venir vous attaquer, ou bien lorsque vous revendiquez un territoire, là pareil, on peut contester la revendication et donc vous empêcher de revendiquer, et c'est là qu'un combat commence. Le combat c'est simple, vous regardez les unités qui sont sur la zone, ça vous donne déjà une force, mais vous pouvez même en ramener une de plus en renfort. Donc là déjà il y a un rapport de force qui se fait, mais ensuite on passe à la phase de pot de vin. À ce moment-là, il y a un côté presque Rising Sun qui va se dégager, c'est-à-dire que vous allez mettre des pièces dans un petit sac, autant de pièces trésors que vous le souhaitez, vous passez ce sac à votre adversaire, et ces trésors que vous avez donnés rajoutent autant de force à vos unités. Mais vous comprenez par là que, vu que vous avez donné l'argent à votre adversaire, eh bien vous avez perdu des pièces en gagnant de la force, et inversement, l'adversaire, en vous donnant des pièces, a gagné de la force. Et après, à ce moment-là, on vérifie qui a gagné, et on résout les effets de bataille. Et donc
tout le jeu va se tirer la bourre à est-ce que je donne un peu beaucoup d'argent à l'autre parce qu'il pourra peut-être venir m'attaquer plus tard, mais en même temps j'ai quand même envie beaucoup de ce territoire, donc ça m'embête un peu. Parce que le jeu a deux conditions de victoire. Soit vous tuez 2 rois ennemis, ces rois sont des unités qui ont beaucoup plus de force ou un effet en particulier, soit on doit conquérir 7 territoires. Et 7 territoires, il y aura forcément un combat quelque part. Par contre, je vous préviens, il faut se battre. Mais quand je dis il faut se battre, c'est que j'ai fait trop de parties avec des joueurs qui n'osaient pas déclencher de combat, par peur de représailles ou quoi que ce soit, mais c'est des jeux qui sont là pour ça. J'essaie de vous présenter un peu ces jeux-là parce que pour moi ils sont symptomatiques de jeux qui, si on y met du sien, peuvent amener des parties absolument mémorables. En l'occurrence, là, pendant les combats, vous pouvez carrément faire du bluff. Par exemple, vous faites croire que vous allez mettre plein de pièces pour gagner la bataille, mais vous vous en foutez de la bataille. Vous, ce que vous voulez, c'est que l'autre mette beaucoup de pièces pour les récupérer, pour ensuite faire autre chose un peu plus important. Et c'est là que le jeu devient très fourbe, c'est que tous les combats vont être très incertain. Et Barbarian Kingdoms, eh bien c'est ça. C'est ce côté excessivement simple parce que une action par tour vous limite énormément dans les choix. Surtout que les actions sont tellement épurées que ça rend le jeu pas si simple pour faire des choix. C'est pour ça que je l'ai mis en 2e position dans la liste. C'est parce que il faut réfléchir. Ce n'est pas inné de faire une action rapidement. Et comme les déplacements sont assez simples, on peut aller dans l'eau, on peut redébarquer par un port. C'est un jeu qui va vous demander beaucoup de bluff. Donc si vous aimez les jeux de bluff, eh bien clairement ça fait partie de ces jeux que vous allez pouvoir aimer. Et si vous aimez les jeux de conquête, eh bien ça fait le niveau encore au-dessus. C'est un jeu qui est stratégique, qui est fourbe, qui est malin et qui demande une grosse vision de jeu pour pas se faire avoir, notamment quand les gens arrivent par l'océan. Et donc ce jeu-là, eh bien vous pouvez le gagner dans cette vidéo. On se retrouve donc à la fin de la vidéo pour savoir qu'est-ce que vous devez faire pour gagner ce jeu Barbarian Kingdoms. Mais merci à Jester Games qui organise ce concours, merci à eux de me faire confiance, et merci à vous d'être resté un petit peu de temps quand même pour écouter ce que j'ai à dire sur ce jeu. Le jeu suivant est un jeu dont j'ai vite fait parler dans une vidéo, mais je n'avais fait qu'une seule partie. Aujourd'hui j'en ai fait plusieurs, et lors de ma première partie, j'avais été frustré, j'étais pas sûr d'avoir compris vraiment comment fonctionnait le jeu. Aujourd'hui, je peux le dire, j'ai aimé ce jeu, je l'ai tellement aimé que j'en ai acheté une extension juste cosmétique, même si je pense que je vais pas acheter toutes les extensions cosmétiques vu le prix. Et ce jeu-là, c'est un jeu qui a fait pas mal de bruit, et qui est d'une couleur un peu sombre, d'un univers très très connu. Il s'agit de Wonderland's War chez Lucky Duck Games. Ce jeu que j'avais peur de ne pas avoir aimé. Je vous dis pourquoi j'avais peur de ne pas avoir aimé. Il faut savoir que j'ai toujours été transparent là-dessus. Lorsque je demande un jeu à un éditeur, je préfère en savoir assez pour être sûr qu'il ne me déplaise pas. Au moment où j'avais fait la demande pour ce jeu, j'allais le tester et donc je me suis dit au pire j'annulerai, etc. Et finalement j'avais pas pu tester et j'ai pas pu annuler. J'ai donc reçu Wonderland's War, mais j'avais pas envie de faire de la peine à Lucky Duck Games. Je vous ai déjà dit dans la vidéo influenceur, oui on est obligé à rien, mais tacitement, moi en tout cas, parce que clairement on m'a jamais rien dit, eh bien j'ai toujours ce truc de me dire quand même faudrait que j'en parle, ça serait bien. Mais encore une fois, je n'étais obligé à rien. Et maintenant, je peux clairement dire, je suis très heureux de pouvoir en parler et de vouloir en parler. Et clairement, ça, c'est important pour moi. Il fait partie de ces jeux où ma première partie, j'en suis sorti avec un côté un peu amer à me dire, les phases d'action et tout, c'était super cool, mais je suis pas sûr d'avoir vraiment saisi le truc. Notamment dans les phases de combat où je me suis dit, mais est-ce que c'est pas un peu trop aléatoire? Parce que mon problème, c'est que ce jeu-là, eh bien, c'est mon premier jeu de backbuilding. Donc le premier jeu avec ce système où on récupère des jetons qu'on met dans notre sac personnel et on va en tirer un voire plusieurs à chaque combat pour tenter de gagner un territoire. Le truc c'est que le backbuilding, eh bien à ce moment-là, ce que j'ai ressorti de tout ça, c'est que si tu as vraiment pas de chance, tu as vraiment pas de chance. Alors qu'un deck building, quand on a des cartes malédiction qui pourrissent notre deck, pour avoir pas de chance sur un tirage de 5 cartes par exemple d'un coup, faut quand même y aller. Alors que là c'est un par un, donc c'est vrai que je suis ressorti avec ce côté ça me laisse un goût un peu pourri quoi. Et bien à ma deuxième partie, j'ai réfléchi différemment.
très différemment. Je vais vous expliquer tout ça. Wonderland War, c'est un jeu en soi de conquête de territoire avec une phase de préparation et une phase de combat. Un petit peu comme on peut retrouver dans un Rising Sun par exemple. Rising Sun, on a une phase où on se place et une phase où on va s'affronter. Lors de la phase de préparation dans ce jeu-là, eh bien on va tourner autour d'une table sur lesquelles sont disposées pas mal de cartes différentes et chaque carte nous donne à chaque fois ce qui est indiqué sur la carte. Par exemple, je déplace mon bonhomme ici, paf, j'ai récupéré 2 jetons de valeur faible et potentiellement d'autres choses. Ces jetons, on les ajoute dans notre sac et après, on continue. Chaque joueur se déplace, récupère une carte, se déplace, récupère une carte. On fait ça jusqu'à ce que tout le monde ait 4 cartes et on passe à la phase de combat. On fait ça 3 fois dans la partie et après, on compte les points. Le truc, c'est que le plateau a 5 territoires. Et en fait, c'est un jeu de conquête où, même si on est très bon joueur, on ne peut pas tout faire. Ma première partie, je l'ai joué un petit peu comme je joue à pas mal de jeux de conquête, et notamment Rising Sun, où je me suis placé un petit peu à pas mal d'endroits, plutôt que plein à un seul endroit, et je faisais les combats comme ça. Sauf que je vous ai dit, si on tombe sur le mauvais pion, c'est la merde, parce que lorsqu'on pioche un mauvais jeton, nos unités disparaissent, et donc on reste très peu dans le territoire. Alors que si on est beaucoup dans la zone et qu'on pioche des jetons qui détruisent nos unités, on peut quand même rester dans la bataille parce qu'il reste des unités quand même. Donc ce jeu-là, la deuxième partie, je me suis dit, allez, je me limite à 3 zones de combat maximum par phase de combat. Et clairement, ça a vachement mieux marché. Et clairement, ça venait pas d'une histoire de gagner ou de perdre. Ça venait d'une histoire de, j'avais l'impression que c'était injuste ce qui se passait. J'avais l'impression juste de pas jouer, en fait, dans les phases de combat. Sauf qu'en fait, quand j'ai compris ça, j'ai bien plus apprécié mes parties. Surtout que le jeu nous propose un bon nombre de moyens de réussir à être fort dans ces combats. Toutes les cartes qu'on va récupérer dans la phase de préparation vont soit nous ajouter des jetons, soit nous permettre de recruter des alliés, donc des unités finalement supplémentaires sur le terrain, ou des jetons très spéciaux qui ont des effets vraiment particuliers et qui ajoutent un truc vraiment ouf au jeu, je trouve. Par exemple, on a un jeton qui nous donne 0 de force, mais qui lorsqu'on le pioche, on le défausse définitivement et on va choisir le jeton qu'on veut dans notre sac. Ou encore un autre jeton qui nous fait piocher 2 jetons dans notre sac et on choisit lequel on met, qui permet donc de maîtriser un petit peu l'aléatoire. Mais surtout, ce qui rend ce jeu vraiment fou et très profond, c'est l'asymétrie justement qu'il propose, avec à la fois différents personnages qui ont chacun leur méthode et leur façon de faire. Alice, elle a une compétence où elle tourne à l'inverse dans la table et donc elle aura plus de possibilités d'avoir telle ou telle carte. On a le Jabberwocky qui donne des jetons poison dans les sacs des autres et du coup ça réduit des unités encore. On a le Chapelier fou qui joue avec les jetons folie, qui joue avec les éclats, le chat de Cheshire qui peut avoir une carte supplémentaire lors de la phase où on récupère les cartes, la Reine de Cœur qui peut placer ses partisans un petit peu comme elle veut alors que normalement on est obligé de tout mettre au même endroit. Donc ça déjà c'est assez fou et surtout que chaque personnage a des compétences qu'elle peut débloquer au fur et à mesure de la partie. Et ces compétences en général se débloquent avec des jetons de valeur 3 qui lui sont associés. Et ces jetons de valeur 3 doivent être récupérés en remplissant une piste qu'on a sur chacun de nos plateaux personnages. Et en remplissant ces pistes, on gagne des pouvoirs, on gagne des unités en plus, bref, il y a une vraie progression asymétrique entre les différents personnages. Ajoutez à ça qu'il y a des cartes personnages et des cartes artefacts qui changent à chaque partie, et donc on ne verra jamais les mêmes choses d'une partie à l'autre. J'étais très content d'avoir finalement beaucoup en plus apprécié Wonderland War. Étonnamment, il y a des jeux comme ça où on n'y croit pas au début et finalement on a beaucoup apprécié. Dans ces jeux-là, par exemple, moi je peux citer Aurora Arkham, le jeu de cartes, où la première partie a été un calvaire et au fur et à mesure, en essayant d'un coup de comprendre comment ça fonctionnait, ça s'est vachement mieux passé et j'ai passé un super moment. Wonderland War, c'est exactement ça. Une première partie où j'ai tout compris mais j'ai très mal joué parce que je pensais faire les mêmes stratégies que je faisais d'habitude dans des jeux de conquête, mais c'était pas du tout ce qu'il fallait faire, et avoir changé de stratégie, avoir modifié un peu ma façon de voir ce genre de jeu, je remercie beaucoup ce jeu de me l'avoir fait. Parce qu'il y a vraiment ce truc déjà de je vais prendre telle carte pour t'empêcher de prendre telle carte, et lors de la phase de combat, oui, il y a du hasard, mais en même temps, avec tous les objets qu'on a récupérés, on peut gérer complètement ce hasard. Ça fait un jeu où lorsque vous tirez vos jetons dans ce sac, vous êtes un peu en mode allez, c'est parti, ouais. Dès que vous chopez le jeton qu'il faut, ça gueule un petit peu autour de la table. Wonderland War, pour moi, c'est un oui. Tellement que du coup, j'ai acheté cette extension cosmétique qui donne les différents jetons
non pas en carton, mais comme un jeton de poker finalement. Tout est rangé en plus hyper bien, donc pour la mise en place, ça va vraiment me faire gagner du temps. Parce que je dois avouer que la mise en place est pas la plus marrante à faire pour mon Wonderlands War. Mais clairement, au bout de plusieurs parties, je peux le dire, il est rentré dans la catégorie des jeux de conquête que j'ai le plus envie de sortir. Clairement. Le quatrième jeu, c'est un jeu qui change moins, on va dire, d'autres jeux qu'on a pu jouer, en tout cas de cet auteur, mais ça n'en fait pas pour autant un jeu moins intéressant. Il s'agit d'un jeu d'Eric Lang, et vous savez, Eric Lang, je vous avais présenté la dernière fois Rising Sun dans la vidéo sur les jeux de conquête. Cette fois-ci, je vous parle non pas de Rising Sun, mais de Cyberpunk 2077. Les gangs de Night City, le jeu de plateau, le nom à rallonge. Un jeu d'Eric Lang, donc un jeu qui reprend des mécaniques un peu par-ci par-là de différents jeux qu'il a pu faire, notamment le système de domination ou de présence dans une zone, le principe de recruter des personnages spécifiques qui nous donnent des pouvoirs supplémentaires, les factions un tout petit peu asymétriques mais pas trop, mais qui suffisent largement à faire une asymétrie qui soit assez significative. C'est ces jeux d'Eric Lang qu'on sort relativement facilement. Contrairement à un jeu comme Rising Sun qui lui en effet est un peu plus complexe, un petit peu plus différenciant surtout. C'est ça le problème entre guillemets de Rising Sun, c'est que il ne ressemble à aucun autre jeu en termes de mécanique pure dans la pré-bataille et même peut-être dans la bataille. Là on est dans un jeu où on va activer des jetons, 1 à 2 jetons par tour, et chaque jeton va faire une action. Ça peut être créer une planque en payant les sous, et dans ce cas, comme dans Rising Sun, on met la planque absolument où on veut. Ça peut être de piocher des cartes qui nous aident à combattre et donc avoir un deck de combat plus puissant, mais surtout le jeu a un système de déplacement ou plutôt de sélection d'unités qui est bien spécifique à chaque jeton d'action. Vous voyez qu'il y a 3 types d'unités en termes de forme de socle, un pentagone, un carré et un octogone. Et chaque jeton d'activation restant va activer une de ces types d'unités. Donc par exemple pour le rouge, c'est les solos, vous allez pouvoir déplacer toutes vos unités qui ont un socle pentagonal. Le bleu, vous pouvez déplacer tous vos netrunners, donc tous ceux qui sont en carré. Et le orange, tous les techies, donc tous ceux qui sont en octogone. Et le but du jeu c'est quoi? Eh bien c'est de prendre place sur différents points d'intérêt du plateau afin de récupérer des cartes, afin de se bastonner, pour gagner le plus en plus de points de victoire jusqu'à la fin de la partie. Et cette fin de partie, elle arrive selon 2 conditions, soit quelqu'un atteint 25 points de réputation, soit 25 points de victoire, soit le scénario se termine. Car oui, la particularité du jeu qui pour moi est vraiment géniale, c'est qu'il y a différents scénarios dans un jeu justement d'affrontement, de conquête. Ça va modifier pas mal de choses dans la partie et pas mal contraindre les joueurs. Ces points d'intérêt, ils servent à quoi? Eh bien, plus on contrôle de points d'intérêt, plus on a possibilité d'acheter ou non des cartes dans le marché, de nous faire gagner des ressources ou bien de monter sur une piste de netrunner qui infiltre le réseau afin de nous faire gagner des points. Le truc c'est que en faisant ça, eh bien on peut potentiellement se faire arrêter et donc perdre des ressources ou des unités. Et évidemment, il y a du combat. Dans ces moments-là, on avance notre unité solo qui sont les unités qui lancent des combats. À ce moment-là, on a un paquet de cartes, on en choisit une chacun pour tous les joueurs qui sont présents dans le combat. On compare les valeurs de puissance des unités qui sont présentes et des cartes qu'on a jouées et on résout le combat en détruisant les unités présentes. Et bien ce jeu-là, ce que j'ai trouvé dingue, c'est que comparé à un Rising Sun, eh bien c'est excessivement accessible. Alors je l'ai mis quand même en 4ème position parce que pour moi il est quand même un niveau au-dessus, il y a quand même pas mal de notions à comprendre, il y a ces différences d'unités entre les différents socles qui sont pas forcément évidents, mais quand on a compris tout ça, quand on a compris les types de déplacements, les drones qu'on peut invoquer avec des techies pour gagner en présence sur les différents endroits, eh bien on peut de plus en plus voir la profondeur du jeu. Car évidemment le but est bien sûr de prendre les points d'intérêt, mais surtout à pas mal de moments de la partie, on va pouvoir reset, donc récupérer nos jetons d'action qu'on vient d'utiliser. À ce moment-là, on regarde où est-ce qu'on est présent ou dominant sur le plateau et là on récupère de plus en plus de ressources potentiellement. Les ressources de toute façon il y en a 3, il y a de l'euro-dollar, de la contrebande et des secrets corporatifs qui sont des jetons joker qu'on pourra utiliser pour l'euro-dollar et la contrebande. Et donc on va se tirer la bourre pour récupérer des unités, pour récupérer des ressources au plus possible, pour potentiellement faire avancer le scénario parce que ça peut nous aider, pour récupérer soit des cartes personnages qui nous aident dans les combats, ou soit des cartes quêtes, moi je les appelle comme ça, qui nous permettent de gagner des points de victoire en fonction des choses qu'on a récupérées dans la partie. Tout ça avec des tours qui vont très très vite, 1-2 actions, les actions sont rapides à faire, on passe au genre suivant, 1 ou 2 actions, on passe au genre suivant, 1 ou 2 actions, comme dans beaucoup de jeux finalement, et on se retrouve avec un jeu dynamique qui
qui finalement ne dure pas du tout longtemps. Là je vois 90 à 120 minutes. La plupart des parties qu'on a faites, on était 4 et on a joué en 90 minutes, donc 1h30, voire moins pour certaines parties. Je vous encourage à aller le voir si vous aimez les jeux d'Eric Lang, parce que je pense que vous serez un peu surpris de l'immédiateté qu'il a apporté à ce jeu-là, mais qui ne délaisse pas pour autant la profondeur qu'il propose. La dernière boîte, j'ai dû me lever parce que c'est un jeu beaucoup plus gros, beaucoup plus complexe, et cette complexité m'a fait très peur la première fois que j'ai joué. Et en fait, ce qui le rend complexe, c'est plus parce que il y en a beaucoup à découvrir en fait. Mais dans l'action, c'est pas complexe. Ce jeu-là, c'est un jeu qui n'a pas le nom de la boîte sur le dessus de la boîte, c'est-à-dire que si je vous le montre comme ça, vous savez pas comment ça s'appelle. Il s'agit du jeu Black Rose Wars Renaissance. Alors, pourquoi Renaissance? Eh bien parce qu'en fait, le jeu Black Rose Wars existe. Il fait partie de ces jeux où, quand je les ai connus à l'époque, déjà je me renseignais pas beaucoup sur les jeux, c'est-à-dire l'époque de Resident Evil 2, le jeu de société, et c'est l'époque où je traînais un peu sur Kickstarter et j'essayais de regarder un petit peu les différents jeux, et limite j'en sélectionnais juste parce que je les trouvais jolis. Black Rose Wars, c'est un jeu que je pensais être un jeu coopératif dans lequel on devait se battre contre le jeu. Alors même si j'ai pas tout à fait tort, j'ai surtout pas tout à fait raison et pas du tout raison. Et c'est un jeu que j'avais backé, puis annulé ma contrepartie. Pourquoi? Parce que en fait je m'étais enflammé, j'avais backé plein de projets en même temps et c'était pas raisonnable, tout simplement. Puis grâce à un trafin, j'entends parler de Black Rose Wars Renaissance, un gros jeu, une grosse bébête comme ça, qui a le même visuel que Black Rose Wars, c'est-à-dire un damier géant de plein d'hexagones sur lequel on a des figurines qui vont potentiellement se taper la bourre. Je dis potentiellement, mais le but du jeu, c'est se taper la bourre. Et donc, j'ai testé le jeu à Cannes cette année d'ailleurs, Cannes 2024. Sauf que c'était le dernier jour du salon et j'étais en fait en début de maladie. J'ai donc fait la partie, j'ai donc fait un début de partie ce jour-là, qui, j'ai plutôt aimé le jeu, mais j'étais tellement pas en possession de mes moyens que j'arrivais pas à analyser le jeu, j'arrivais pas à vraiment comprendre si ce que je faisais était une bonne chose ou pas. Je me suis fait exploser d'ailleurs dans le jeu. Bref, j'étais pas dans des bonnes conditions pour vraiment voir le jeu. J'étais dans une condition où je pouvais juste voir qu'il était très intéressant et profond. Maintenant que je l'ai reçu grâce à un trafin, que j'ai pu y rejouer, je peux le dire, c'est le jeu le plus profond que j'ai jamais vu. En termes de possibilités extrêmes entre les parties, waouh, c'en est presque n'importe quoi. Tout d'abord, c'est quoi à peu près comme type de jeu? Donc c'est un jeu où on se tire la bourre, c'est-à-dire où on va se déplacer sur des damiers pour se lancer des sorts sur la tronche ou se taper directement avec des créatures ou nos propres coups de poing, et où on va de temps en temps réparer les salles qui sont placées sur le plateau en plaçant des cubes de participation, on va dire ça comme ça, pour gagner des points de victoire. Le truc, c'est que il y a un joueur fantôme qui s'appelle la Rose Noire qui va gagner des points de victoire au fur et à mesure de la partie, et le truc un peu frustrant du jeu, c'est que on a beau être 4 joueurs autour de la table, et bien potentiellement aucun de nous peut gagner. Car si on finit la partie et que la Rose Noire a plus de points de victoire que nous, on se retrouve un peu comme des glands. Donc ça, c'est pour le concept du jeu. Après, dans les mécaniques, il s'agit d'un jeu à la fois de prise d'action, c'est-à-dire exactement comme Cyberpunk, 1 ou 2 actions par tour, puis on passe au joueur suivant, 1 à 2 actions par tour, mais aussi un jeu de programmation. Et ça, je l'avais pas vu venir. Vraiment, quand je me suis renseigné à la base sur Black Rose Wars, je ne m'attendais pas à retrouver une mécanique de programmation dans un jeu comme celui-là, un jeu où il faut se bastonner à fond. Donc vous avez votre phase, vous avez des cartes en main, et vous avez plusieurs emplacements notés 1 à 3 sur lesquels les poser, et même un emplacement où il y a un éclair dessus. Ça veut dire que cette carte-là, vous pourrez l'utiliser à tout moment. Vous n'êtes pas obligé de faire la 1, puis la 2, puis la 3. Et ensuite, on fait des actions qui peuvent être soit de faire la carte effet rapide, un des sorts, donc dans l'ordre, ou des actions classiques, type déplacement, déplacer des créatures, enfin bref, des actions communes. Mais évidemment, le sel du jeu, ça va être tous les différents sorts qu'on a placés et préparés pour la partie. Ces sorts, eh bien, au moment où on les joue, on va les retourner et on va appliquer ce qu'il y a dessus. Donc il y a forcément de la ligne de vue, de la portée, des dégâts, qui est-ce qu'on cible, mais il y a d'autres types de cartes, comme par exemple des pièges ou des protections, qui lorsque c'est notre tour et que en action on active ce sort, eh bien si c'est un piège, on va mettre un jeton piège dessus pour dire j'ai préparé un piège. Donc les autres joueurs voient la carte et se disent oh merde, du coup ça veut dire que potentiellement soit si
je lui mets des dégâts, il va m'en renvoyer, si je me déplace à tel endroit, il se passe telle chose, bref, ça va mettre de la tension dans la partie. Et la protection, c'est la même idée, c'est que finalement, on active le sort en mettant un jeton dessus, les joueurs savent qu'on est un peu plus protégé, et donc ça les dissuadera de potentiellement nous attaquer. Et vous le savez, moi, j'adore la symétrie. Mais une asymétrie comme ça, je m'y attendais pas du tout. Lorsqu'on commence la partie, on choisit un personnage. Et ce personnage a déjà ses petites spécificités, notamment ses statistiques et ses cartes personnelles, où il en aura une au début de la partie, une autre à la deuxième partie de la partie, et une troisième à la troisième partie de la partie. Ça fait beaucoup de parties tout ça. Et évidemment, ces cartes personnelles sont différentes entre chaque personnage. Donc déjà, on a cette asymétrie là. Sauf que dans le jeu, il y a une bibliothèque géante dans laquelle il y a différents grimoires, différents paquets de cartes qui ont tous leurs spécificités. On a des decks qui vont être plus des sorts de combat, des decks qui vont être plus des pièges ou des trucs un peu plus spéciaux, des decks qui vont plus jouer avec les invocations, des decks plus soins ou placement de cubes sur le plateau. Bref, il y a des decks de plein de types différents et lors de la mise en place, on demande à chaque joueur de prendre un de ces grimoires et de récupérer un deck de base correspondant à ces grimoires qui est marqué sur la carte de départ. Donc déjà, même en prenant à chaque fois le même personnage, on peut commencer différemment la partie. Et à chaque tour, on va piocher 2 cartes de notre paquet et piocher 4 cartes de n'importe quel de ces grimoires, pour ensuite en garder que 2 de ces fameuses 4 cartes qu'on vient de piocher. Donc dans la partie, il y a une phase deck building dans laquelle vous ajoutez des cartes et vous avez beaucoup de possibilités. C'est en ça que je dis, je m'attendais pas à une profondeur d'asymétrie à ce point-là. C'est que comme chaque paquet de cartes est vraiment spécifique, eh bien chaque choix est vraiment compliqué. Enfin compliqué, c'est pas vraiment ça. C'est juste que ça va demander d'apprendre vraiment quelles sont les spécificités vraiment de chacun de ces paquets de cartes, afin de pas se faire avoir et de prendre un grimoire qu'on n'avait pas forcément besoin. Et c'est en ça que Black Rose Wars se démarque. C'est vraiment cet aspect. Souvent on dit chaque partie est différente d'une partie à l'autre, mais finalement c'est un 2-3 petits trucs. Là je ne vois pas comment c'est possible d'avoir la même partie d'une partie à l'autre. Et en plus de ça, c'est pas si complexe, grâce à ce système d'action d'1 à 2 actions par tour et de cartes qu'on place lors de la phase de préparation. Rajoutez à ça que beaucoup des cartes ont 2 faces, une face lumière et une face sombre, qui font 2 effets différents. Alors c'est juste 2 effets différents, c'est pour augmenter encore plus les possibilités. Alors ça peut faire trop sur le moment, mais en fait au bout d'un certain nombre de parties, ça devient assez instinctif. On a compris comment fonctionne telle ou telle carte, on arrive facilement à les lire, et donc à savoir laquelle il faut prendre au fur et à mesure des parties, et donc on finit par s'en sortir. Et un autre truc que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est le système à la fois des dégâts et à la fois des présences sur les cubes qu'on a placés sur les différents lieux de la partie. Lorsqu'on attaque des joueurs et qu'on leur met des dégâts, eh bien on va placer des cubes de notre couleur sur sa barre de points de vie. Et lorsque tous ces points de vie sont remplis avec des cubes de couleur, ça peut être autant que mes cubes à moi, que des cubes de plusieurs autres joueurs, et même du joueur fantôme, à savoir la rose noire. À partir de ce moment-là, le joueur est mort, et on regarde qui lui a infligé le plus de dégâts. Celui qui a infligé le plus de dégâts prend plus de points que le suivant, Donc même si quelqu'un nous pique notre kill juste au moment où la personne allait mourir, eh bien il ne prendra pas forcément le plus de points de victoire. Par contre, il prendra un jeton trophée pour dire que c'est lui qui l'a achevé. Et à la fin, il y aura une majorité de qui a le plus de jetons trophées. Donc les joueurs meurent, mais ils réapparaissent sur leur zone de départ, donc on n'est jamais éliminé totalement de la partie. Et ça, ça fait plaisir parce que dans un jeu comme ça peut être vraiment frustrant. Et pareil, lorsque sur un hexagone, tous les emplacements de cubes sont remplis, on regarde qui en a mis le plus, et donc il gagne plus de points que l'autre. Black Rose Wars, ça fait partie de ces jeux que je n'attendais pas. Dans le sens où, quand je vois un monstre comme ça, eh bien j'ai très vite peur. J'ai peur que ce soit trop lourd, qu'il y ait trop de manipulation, que finalement on perde beaucoup de temps, qu'on réfléchisse pas assez à jouer et à vraiment créer des choses dans la partie. Et en fait non, là ça fonctionne du feu de Dieu. Et en plus de ça, les parties sont pas si longues. Ça m'a surpris aussi. 1h30 par partie, je pense qu'on y est à peu près, même si les premières parties, c'est vrai qu'on est plus aux 2h, 2h30, parce qu'il faut le temps d'emmagasiner ce que le jeu propose. Mais pour ce qu'il propose, arriver ensuite à des parties qui durent 1h30, waouh! Ça, je suis bluffé quand même, vraiment. Mais surtout, vu la stratégie que propose le jeu, les différentes contestations qu'on peut avoir entre les joueurs en disant « Attends, t'as fait ça, du coup je déclenche ça, mais en fait ça déclenche ça et ça fait des effets de chaîne dans tous les sens », ça rend le jeu d'une profondeur mais monstrueuse. En tout cas, Black Rose Wars, pour moi, c'est un oui.
et pourtant je pensais que ce serait un non. Merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo, je vous retrouve maintenant pour pouvoir gagner un fameux exemplaire de Barbarian Kingdoms, un jeu que je vous fais gagner en partenariat avec Jester Games. Pour participer au concours, rien de plus simple, un tirage au sort, mais pour être sélectionné au tirage au sort, il faut s'abonner, liker la vidéo et commenter surtout le mot contestation. Contestation parce que je veux vous dire vraiment que lorsque vous jouez à ce genre de jeu, des jeux comme Barbarian Kingdoms ou d'autres jeux que j'ai pu parler aujourd'hui, il faut contester les adversaires, il ne faut pas les laisser dans leur coin, il faut les embêter. Donc si vous voulez participer au concours, il faut remplir ces 3 conditions-là. Le tirage au sort, c'est la semaine prochaine et vous recevrez un joli Barbarian Kingdoms chez vous. Merci tout le monde, je vous dis à la prochaine et puis d'ici là, moi je vous dis salut!